Donc, c'est tout pour les faits marquants communs à ces banques, aussi banques cotées. Donc, maintenant, je vais passer au Bénin, en commençant pour chacune des banques par un bref aperçu de l'environnement et en insistant sur les facteurs qui ont un impact pour les banques. Donc, en l'occurrence, pour le Bénin, on peut constater que le pays a enregistré une croissance de son PIB de 6%, donc une croissance soutenue depuis plusieurs années, notamment grâce aux investissements publics. Son déficit budgétaire est en amélioration, donc en dessous du seuil des 3% recommandé par l'UEMOA, on va dire, notamment grâce au coton, et un niveau de dette publique qui se situe aux alentours de 39-40% du PIB, donc qui est jugé comme un risque de surendettement modéré par le FMI. Donc, comme je l'ai dit, les investissements publics sont soutenus au Bénin, et on peut noter également que le pays a lancé un plan de développement du secteur agricole depuis 2017 qui permet de développer les chaînes de valeur sur plusieurs produits et d'améliorer la productivité. Donc, on peut noter une forte dépendance avec le Nigeria, qui est d'autant plus exacerbée cette année que le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin et le Niger notamment. On peut noter également une vulnérabilité aux aléas climatiques et au cours du coton. Voilà. Et un autre fait marquant à noter, c'est les manifestations violentes qui ont eu lieu cette année à l'occasion des élections législatives. Donc, ce genre de manifestations induisent en général pour nos banques, en tout cas c'est ce qu'on en a constaté, un léger fléchissement au niveau des demandes de crédit et à l'inverse, une petite augmentation au niveau des dépôts. Alors maintenant, je vais passer sur BOA Bénin plus particulièrement. Donc, BOA Bénin est détenu majoritairement par BOA West Africa, qui est la holding du groupe qui détient en direct toutes les participations de l'UEMOA et du Ghana. Et le reste est flottant en bourse, mis à part 2% qui sont détenus par la BOAD. Donc, la BOA Bénin est l'une des plus anciennes banques du groupe et la première banque en termes de total bilan, avec un total bilan de 920 milliards de francs. Vous constatez que les fonds propres de la banque augmentent progressivement de manière constante depuis plusieurs années, donc depuis 2017 à hauteur de 6% par an environ. Et cette année, la banque a affiché de belles performances, donc avec un PNB en hausse de 5% et un résultat net qui s'établit à 15 milliards en hausse de 19%. Donc, je vais rentrer plus en détail dans la construction du résultat, mais tout d'abord, je vais évoquer les performances commerciales. Donc, BOA Bénin est la première banque du Bénin en termes de crédit et de dépôt, avec un réseau de 50 agences et des parts de marché respectives de 27 et 29%. Alors, la croissance cette année pour la banque a été légèrement modérée par rapport au secteur en termes de crédit, ce qui est dû essentiellement au fait que l'État béninois a fait des remboursements anticipés en fin d'année. Au niveau de la répartition du portefeuille de la banque, du portefeuille de crédit, elle est restée stable entre cette année et l'année dernière, avec une prédominance des crédits corporate. Toutefois, on peut noter quand même que les équipes ont porté leurs efforts sur les crédits aux PME, puisque leur nombre de dossiers a cru de 46% cette année. Donc, ces efforts portés sur les PME rentrent dans le cadre d'une stratégie groupe qui vise à diversifier le portefeuille des banques, donc pour, d'une part, faire baisser le niveau de concentration des principaux débiteurs, et d'autre part, donc aller vers des marchés qui ne sont pas encore totalement saturés par les banques, voire très peu adressés, et ainsi diversifier notre portefeuille et augmenter aussi notre niveau de rentabilité. En termes de dépôt, donc la banque a affiché une croissance de 7%, donc à la fois supérieure à celle du secteur et celle des crédits, avec un mix des dépôts en légère dégradation. Donc les dépôts rémunérés cette année représentent 44% du total dépôt. Donc par conséquent, donc suite à cette hausse des dépôts, le taux de transformation et à cette hausse plus modérée des crédits, le taux de transformation se situe aujourd'hui à 70%. Et donc, l'excès de dépôt a été placé en titres, dont l'encours aujourd'hui s'élève à 331 milliards, soit 36% du total bilan de la banque.
Alors, en termes de performance financière, donc ce que l'on peut voir au niveau de ce tableau, c'est que la marge bancaire augmente plus rapidement que les encours moyens de crédit, donc ce qui est signe d'une meilleure rentabilité des crédits. On observe un léger recul des commissions, donc moins 1,8% cette année, suite notamment à des opérations de change qui ont baissé à cause, suite au durcissement des exigences réglementaires. Donc les clients ont plutôt été vers l'informel et à la fermeture des frontières avec le Nigeria. Donc le PNB affiche une croissance cette année de 5%, donc essentiellement portée par la marge bancaire. Les charges d'exploitation sont stables, donc on note une amélioration du coefficient d'exploitation qui est passé en dessous des 55% cette année. Le coût du risque s'est amélioré, s'est amélioré, excusez-moi, moins 16%, excusez-moi, grâce aux bonnes performances cette année encore des équipes de recouvrement de la banque. Donc, le résultat net, donc porté à la fois par des bons revenus de la marge d'intérêt, des charges d'exploitation bien maîtrisées, un coût du risque en amélioration, donc a pu afficher un résultat en hausse de 18% cette année. Alors, cette performance ne se reflète pas au niveau du cours boursier. Donc, le titre s'est déprécié de 14% cette année. Dans un secteur, donc le marché cette année a clôturé l'année à moins 7,55% et le secteur financier à moins 9,46%. Voilà. C'est un phénomène que l'on retrouve chaque année pour la plupart de nos banques. On peut noter toutefois que la contre-performance a été de 14% cette année et qu'elle était de presque 44% l'année dernière. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les performances boursières ne sont pas corrélées avec celles de la banque, qui affiche un ROE assez élevé et en augmentation depuis plusieurs années. Le dividende brut par action qui a été payé le 15 mai était de 459 francs, en augmentation par rapport à l'année dernière, et ce qui nous donne un rendement du dividende de l'ordre de 13%, si on le ramène au cours du 31 décembre 2019. Donc, le price earning qui en découle est de 4,9 fois les bénéfices, donc suite à cette chute de 14% du titre. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vais repasser la main à mes collègues pour les séances de questions. Merci Laura. Alors, on a une question qui concerne la fermeture des frontières avec le Nigeria. Comment vous avez, on nous demande comment la banque a mesuré l'impact de la fermeture de ces frontières sur son activité. Donc, c'est une question pour Abderrazak Zebdani, que vous n'avez pas encore vu, qui va brancher sa caméra et qui va pouvoir répondre à votre question. Oui, alors bonjour tout le monde. Avant de répondre à cette question, donc j'espère, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les invités. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est la 4e édition. Dans les éditions précédentes, on organisait ça en présentiel, donc il n'y avait que les invités qui habitaient à Abidjan qui pouvaient faire le déplacement. Maintenant, avec la technologie, donc je souhaite la bienvenue. On est à peu près 120 participants, donc je souhaite la bienvenue à tous les participants de tous les pays de l'UEMOA. Je souhaite également, je profite de cette occasion pour nous souhaiter à tous une bonne sortie de cette crise pandémique qui nous tombe dessus, avec bien sûr nos prières pour les disparus et nos souhaits de prompt rétablissement à tous les malades et souffrant encore à cause de cette crise. Donc ça, c'est une question qui concerne plutôt le pays, donc concernant l'impact de la frontière du Nigeria sur l'activité de la banque au Bénin, de notre banque au Bénin. Je passerai plutôt la parole à M. Sadio Cissé, donc, qui est directeur général de BOA Bénin, et c'est lui qui pourra donner des éléments concrets comme réponse à cette question. Ok, merci beaucoup, M. Zebdani. À la suite de M. Carrère et de M. Zebdani, je remercie tous les intervenants, mais également tous les invités qui sont nombreux aujourd'hui à nous écouter.
Alors, pour ce qui concerne la question de la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin et l'impact de cette fermeture sur l'activité de BOA Bénin, je rappellerai d'abord que les frontières ont été fermées le 15 août 2019. Donc, sur l'exercice 2019, ça a porté à peu près sur 4 mois et demi, ce qui est assez significatif, effectivement, sur les activités du Bénin de façon générale et sur l'activité de BOA Bénin. En termes d'impact, alors je dirais que impact direct d'abord. Impact direct, c'est les manques à gagner qu'on a enregistrés en matière de commission d'abord. Effectivement, ça a été rappelé par Nouratan qu'il y a eu un léger recul des commissions en 2019. Donc, la fermeture des frontières a contribué à cela, effectivement. Un autre effet négatif, alors, du fait que certains opérateurs qui étaient quand même actifs sur le Nigeria ont subi le contre-coup de la fermeture des frontières. Alors, ces clients ont vu effectivement leur situation se dégrader et on a sur ces clients quelques difficultés de remboursement des échéances. Une bonne partie a été réglée, mais une partie quand même a été dégradée. Donc, il y a quand même un effet négatif sur la qualité du portefeuille, même si le poids n'est pas très significatif au regard de nos encours. Alors, un autre effet qui est indirect, c'est qu'aujourd'hui, en faisant le point des opérations entre le Bénin et le Nigeria, on constate qu'en termes d'exportation officielle, c'est entre 8 et 10% des exportations sur le Nigeria, et en termes d'importation, c'est autour de 15%. Et ça, c'est sans tenir compte de l'informel. Alors, en intégrant l'informel, alors ces chiffres tournent autour de 50%. Et puisque l'informel au Bénin dépend presque exclusivement du Nigeria, ça fait que les clients qui étaient actifs, d'abord les clients qui exportaient les denrées alimentaires sur le Nigeria, les clients qui exportent également les véhicules sur le Nigeria, et tous les petits producteurs maraîchers qui exportaient leur production sur le Nigeria ont été directement impactés par la fermeture des frontières et par ricochet, mais cela se répercute sur, on va dire, toute la sphère, tout l'écosystème qui gravite autour de secteurs informels et qui impacte tous les opérateurs économiques du fait d'une ponction, on va dire, sur la circulation monétaire liée à l'activité informelle. Donc, voilà en gros les impacts qui ont été élevés sur l'activité de BOA Bénin. En termes de chiffres, au niveau des commissions, le manque à gagner tourne autour de 60 millions. Et en termes de dégradation du portefeuille, c'est autour de 200 millions. Donc, de déclassement de dossiers liés à ce facteur-là. Je vous remercie. Merci Sadio. La question suivante va être posée par Jean-François Montel, notre directeur financier. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc j'aurai une deuxième et une troisième question puisque je dirais le public semble être vraiment intéressé par les résultats de BOA Bénin. Donc les deux questions porteront sur la gestion du risque. Donc la première question sera une question d'organisation. Comment est organisée donc la gestion du risque à BOA Bénin? Et la deuxième question sera une question sur le volume de write-off. Quel est le montant write-offé en 2019? Donc une question pour Abderrazak Zemdani.
Merci Jean-François. Donc, je répondrai plutôt à la première question concernant l'organisation de la gestion des risques. Donc, depuis, je crois maintenant 6-7 ans, je crois qu'on a démarré le projet en 2013. On a donc harmonisé au niveau de toutes les filiales du groupe, y compris la maison mère, le dispositif de gestion de contrôle des risques au niveau de toutes les filiales. Et ce projet-là, à l'époque, on l'avait baptisé Convergence. Donc d'abord, ce Convergence, donc on a la première chose, c'est qu'on avait donc mis en place une sorte de constitution de la gestion des risques. Cela se traduit par une nouvelle politique de gestion des risques crédits avec un certain nombre de principes sacro-saints. Le premier, c'est que personne au sein de notre organisation n'a le droit de donner du crédit seul. Il y a toujours un double contrôle et une intervention de la filière risque qui était organisée totalement avec toute l'indépendance. Bien évidemment, on lui a donné le point nécessaire, mais pas de droit de veto, mais uniquement un droit, je dirais d'escalade. Le rating aussi entreprise a été revu. Le schéma délégataire au niveau de chaque filiale, y compris bien évidemment BOA Bénin, a été revisité encore une fois pour qu'il y ait toujours le double regard, une double analyse d'une demande de crédit avant sa mise en place. Au-delà de ces aspects avant octroi, le dispositif post-octroi également a été renforcé en mettant en place au sein de la filière risque un certain nombre d'entités qui sont en charge donc du contrôle deuxième niveau et surtout le contrôle a posteriori, que ce soit pour le risque crédit, que ce soit pour le suivi du risque opérationnel et du risque marché. Donc tout ça, ce sont des entités fonctionnelles au sein de la banque, mais bien évidemment, ces entités répondent à l'époque déjà avant l'obligation réglementaire à ce qu'on avait créé depuis déjà des années sans obligation réglementaire, le comité d'audit et des risques, qui est un organisme ou une entité émanante du conseil d'administration. Maintenant, à partir de, je crois que c'est janvier ou juillet 2018, en tout cas à partir de l'année 2018, il y a bien évidemment obligation réglementaire d'avoir un comité des risques et un comité de crédit, et le contrôle et le poids de la filière risque a été donc renforcé, puisque l'entité en charge de la surveillance, non pas de l'octroi, mais de la surveillance, maintenant ne dépend plus de la direction générale locale de la banque, mais dépend justement de ce fameux comité des risques qui, lui, est une entité émanant du conseil d'administration. Bien évidemment, depuis la mise en place de ce dispositif, donc on a observé effectivement un meilleur contrôle des dossiers et donc une baisse nette, assez nette, de la dégradation du portefeuille, donc le passage au CDL et l'augmentation des provisions. Mais parallèlement donc à ce projet Convergence, on a aussi mené un projet assez structurant qui était la refonte totale du processus de recouvrement, avec bien évidemment une synergie avec une filiale de la maison mère, Salafine au Maroc à l'époque, pour mettre en place un outil en charge aussi bien de la gestion préventive des risques que du recouvrement, donc c'était l'outil Collect. Et bien évidemment, on a revisité l'ensemble des process concernant la gestion du recouvrement avec ces 3 phases, gestion préventive, pré-contentieux et bien évidemment contentieux, en insistant sur le fait que le métier de contentieux n'est pas un métier de juriste, mais plutôt un métier de banquier, parce que souvent, on a affaire à des clients qui peut-être veulent le rembourser, mais ils ont besoin d'un montage, ils ont besoin de solutions qui leur permettent un petit peu d'avoir de l'oxygène pour pouvoir rembourser. Et donc, notre objectif était d'éviter au maximum le recours, je dirais, judiciaire. Voilà ce que je pourrais dire grosso modo sur donc tout ce qui a été fait depuis quelques années sur l'organisation de la filière risque et parallèlement à celle du recouvrement. Je crois que pour le montant, je ne l'ai pas en tête. Je passerai peut-être la parole à Sadio Cissé. Lui pourra nous donner donc le montant des write-off qui a augmenté, je tiens à le signaler, donc depuis 2018, puisque depuis 2018, la nouvelle réglementation bancaire donc, exige que toutes les créances totalement provisionnées qui dépassent 5 ans doivent faire l'objet donc de write-off. À toi, Sadio. Ok, merci beaucoup, M. Zebdani. Sur la première question, je voudrais simplement ajouter que ce qui a été présenté par M. Zebdani, je confirme, et
confirme également que l'organisation en place aujourd'hui est telle que aucune entité, je dirais même pas aucune personne, aucune entité effectivement ne peut accorder du crédit seule. Et j'ajouterais que au-delà de tout ce qu'il a rappelé, qui concerne le volet risque de crédit, alors on évolue vers une organisation qui prend en compte aujourd'hui en termes de prise en charge les risques opérationnels, les risques de marché également et les risques de taux. Donc toute la panoplie de la maîtrise des risques est quand même, on va dire, intégrée dans l'organisation et dans l'activité de BOA Bénin aujourd'hui. Sur le deuxième point concernant le write-off, alors le contexte a été rappelé par M. Zebdani. Il faut rappeler effectivement qu'on a déjà eu à faire des write-off, mais le contexte réglementaire actuel a fait que ce write-off est encadré par les nouveaux dispositifs réglementaires depuis 2018, effectivement. Et en 2019, on a passé en write-off à peu près 24 milliards, ce qui d'ailleurs se traduit par l'historique de BOA Bénin qui a 30 ans aujourd'hui. Effectivement, il s'agit de créances déclassées, vieilles depuis plus de 5 ans. Ces créances déclassées, un gros paquet concernait effectivement celles qui sont vieilles depuis plus de 5 ans. Donc le montant qui a été passé en write-off en 2019 est autour de 24 milliards. Je vous remercie. Bien, merci Sadio. Donc, on va passer, parce qu'on a 6 banques à traiter, on va passer